Donc, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être si nombreux pour venir nous écouter. Quand le festival a proposé le thème des villes, j'ai tout de suite pensé à cette thématique des villes en révolte, parce que l'historien du 19e siècle que je suis, comme Jean-Louis Robert, ici présent, et comme Christopher Clark, mais Christopher Clark, comment dirais-je, parcourt plusieurs périodes de l'histoire contemporaine. En tout cas, pour un historien du 19e siècle, évidemment, il y a toute une succession de révoltes urbaines qui ont complètement transformé le paysage politique de la France, des révoltes successives. On parlera de l'une d'entre elles, qui est la Commune de Paris, en 1871. Et donc, il m'a semblé que suivre ce thème en partant de l'Antiquité et en remontant au moins jusqu'à la Commune serait passionnant pour essayer de voir s'il y a des continuités, si on peut parler véritablement de révoltes spécifiquement urbaines, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, qu'est-ce qu'elles traduisent du rapport des forces sociaux dans les villes à telle ou telle époque, en commençant par l'Antiquité romaine. Donc il y a une foule de questions qui sont soulevées par cette problématique. Il m'a semblé que ce serait très intéressant de les traiter avec de grands spécialistes, parce que là, pour le coup, on a vraiment des historiens et une historienne qui sont des grands spécialistes de cette question. Alors, par ordre, je dirais, chronologique, on pourrait commencer par Nicolas Tran, qui est là, qui est un grand spécialiste de l'histoire antique, l'histoire romaine notamment, qui vient de publier un ouvrage sur la plèbe, qui est un ouvrage tout à fait passionnant, parce qu'il renouvelle vraiment comment dirais-je, non seulement la connaissance, mais la perception, l'analyse de ce qu'était le peuple à cette époque, et notamment dans ces tensions qui le parcourent. Donc, lui, il couvrira évidemment cette partie de notre histoire, mais spécifiquement ancrée sur la République romaine. Et puis, à ma droite, je vais dire la spécialiste du Moyen-Âge, une des plus grandes spécialistes du Moyen-Âge en France et dans le monde d'ailleurs, qui est Claude Gauvard, qui est professeur aujourd'hui émérite en Sorbonne. J'ai oublié de dire que Nicolas était à l'université de Poitiers, si je ne m'abuse, et Claude Gauvard a publié l'année dernière un ouvrage qui s'appelle Passionnément Moyen-Âge, qui est un recueil de plusieurs articles qui a certainement donné envie à beaucoup d'étudiants de choisir cette période, au grand désarroi des contemporanistes comme moi. Voilà, on est vers le Moyen-Âge. Alors, je poursuis dans la chronologie avec Christopher Clark, qui est à la gauche de cette salle. Christopher Clark est un historien australien, mais qui enseigne en Angleterre en ce moment, à Cambridge, et qui parle très bien français en plus, donc c'est quand même une chance. Il avait publié il y a quelques années un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit et de lecteurs, qui s'appelait Les Somnambules, qui parlait de la montée à la guerre de 1914 et des erreurs et de la cécité des souverains et des gouvernants européens et peut-être de l'opinion face à cette montée vers la guerre. Et il revient cette année avec un nouvel ouvrage sur 1848, le printemps des peuples, mais avec une approche totalement nouvelle par rapport aux approches qui ont été celles notamment des historiens français, même si beaucoup de choses ont été vues, mais une approche très européenne et qui décentre le regard par rapport à l'originalité et la primauté de l'exemple français, et dans lequel vraiment moi j'ai appris énormément de choses, notamment sur la base de toutes les sources qu'il a exploitées, la multiplicité des regards qu'il porte,
qui sont portés à l'époque sur 1848. Donc c'est un ouvrage que, franchement, dont je recommande la lecture. C'est une somme, une belle synthèse, mais qui est un très bel ouvrage. Et alors, je termine par une autre grande synthèse cette fois sur la Commune de Paris, la nouvelle histoire de la Commune de Paris, publiée l'an dernier par celui qui est à ma gauche, Jean-Louis Robert. On peut dire là aussi qu'on a en tout cas un des tout meilleurs spécialistes de cette période, et notamment de la Commune de Paris, qui est quand même un modèle, un archétype de ce qu'a pu être une révolte urbaine, j'allais dire conduite par des urbains, pour des urbains. Et il nous dira tout ce qu'il veut là-dessus, et tout ce qui pourra nous intéresser et comment dire, nourrir cette analyse transversale, vous voyez, cette remontée chronologique que nous allons faire. Et donc, pour essayer de cadrer un petit peu notre réflexion, je vais commencer par Nicolas Tran, je ne sais pas comment bien le prendre, plutôt Tran alors, je pense qu'effectivement c'est plus heureux, et lui demander de synthétiser un tout petit peu ce qu'il va nous dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a intéressé dans cette thématique de la révolte à l'époque justement de la République romaine. Merci. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que faire l'histoire de la ville de Rome, ça peut être s'intéresser à un millénaire d'histoire. Donc à une éternité à l'échelle de nos existences. Pour ce qui concerne mes préoccupations de recherche, moi je suis plutôt centré sur une période qui, en gros, va de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors pourquoi se centrer sur cette période si on s'intéresse aux émeutes, aux révoltes urbaines ? Eh bien parce que c'est l'époque où on a le plus de sources. Et ce n'est pas un hasard. C'est une époque où les troubles sont très nombreux dans la ville, très fréquents, récurrents. Ces troubles, ça va de l'agitation populaire, des huées, des manifestations, jusqu'à la guerre civile. Bon. Et ces troubles ont participé de l'agonie de la République, c'est-à-dire d'un régime politique dominé par l'aristocratie romaine. Et cette crise d'un siècle, c'est un déchirement de l'aristocratie, mais qui met en mouvement les simples citoyens de la ville de Rome. Pourquoi ? Eh bien parce que les aristocrates se sont déchirés entre eux en agrégeant des partisans issus des milieux populaires de la ville de Rome. Et aussi, les aristocrates se sont déchirés sur la place qu'il fallait donner aux simples citoyens dans la République. Et des simples citoyens se sont saisis de ces idées, qu'on dirait, nous, plus démocratiques, pour revendiquer une place plus grande dans les institutions politiques de la République romaine. Bon. Et donc, ces simples citoyens romains qui participent à des troubles, on pourrait dire qu'ils sont des acteurs majeurs de cette grande histoire qui voit la fin de la République romaine. Et après la République romaine, ce qui émerge, c'est un nouveau régime politique qu'on peut définir comme une monarchie. Un homme, l'empereur Auguste, prend le pouvoir. Mais ce n'est pas une monarchie comme une autre, puisque cet empereur a la prétention d'exercer le pouvoir sur un mandat du Sénat, c'est-à-dire de l'aristocratie, et du peuple, c'est-à-dire des simples citoyens, et en particulier les citoyens vivant dans la ville de Rome. Et parce que cette idée de mandat est au centre du pouvoir, eh bien, ces simples citoyens romains se sentent légitimes à demander des comptes à l'empereur et à le faire bruyamment et parfois avec violence. Donc voilà, en gros, le cadre institutionnel, le cadre institutionnel de cette étude des révoltes urbaines dans une ville qui prend un essor démographique considérable, pour être atteindre sans doute une population de 800 000 habitants à l'époque augustéenne, au tournant de l'ère chrétienne. Merci de
de cette synthèse qui lance un peu, et même beaucoup, les questionnements, et le lien qu'on pourrait faire avec le Moyen-Âge de Claude Gauvard, c'est précisément cette articulation de ces révoltes urbaines entre une forme d'aristocratie, qui peut être aussi une oligarchie bourgeoise, et puis précisément ce qu'on pourrait appeler le petit peuple. Et je pense qu'on retrouve cette articulation au Moyen-Âge. Oui, merci beaucoup. Donc moi, j'ai été amenée à m'intéresser aux révoltes urbaines médiévales par le biais des archives judiciaires, essentiellement, donc du côté de la répression, ou au contraire de la grâce royale accordée aux insurgés, et aussi par le biais des chroniques qui racontent l'histoire politique à leur manière. Alors les historiens du Moyen-Âge ont été, pendant longtemps, ont longtemps enseigné, après Petit du Tailly, que finalement la ville était née avec la révolte urbaine, c'est-à-dire avec l'octroi des communes, des chartes de franchise, qui avaient été arrachées à l'aristocratie. Et on a vu, à la suite des historiens d'ailleurs du XIXe siècle, je pense à Guizot, voire à Michelet aussi, que finalement c'était donc une victoire de la bourgeoisie, des libertés, en quelque sorte, contre, si vous voulez, la domination autocratique. Les historiens aujourd'hui sont beaucoup plus modérés dans cette affaire. C'est vrai qu'il y a eu quelques esclandres. On peut penser à Laon, qui est toujours mis en avant début du XIIe siècle, ou l'évêque Gaudry, qui avait refusé finalement de réaccorder la charte de la commune qu'il avait accordée en un premier temps, termine assassiné dans un tonneau. Donc ça, tout le monde le sait, Guy Bernard-Nogent l'a bien écrit, et on a pensé que c'était comme ça tout le temps. Mais non, pas du tout. Ce sont des actes de pacification, de négociation qui sont arrivés donc à l'établissement des communes. Donc je parlerai surtout, non pas de ces révoltes-là, parce qu'elles sont plus ou moins importantes selon les lieux, mais je parlerai surtout des révoltes des XIIIe, XVe siècles, fin XIIIe en Flandre déjà, et XVe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle, face à Louis XI par exemple. Pour l'exemple français. Ce qui caractérise ce temps-là, c'est quand même sa dimension européenne. Ça, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant. On a des révoltes partout en Europe, et en particulier dans la période 1378-1382, dans toutes les grandes villes, à commencer par les Ciompi à Florence, les Maillotins à Paris, la Harel à Rouen, à Montpellier les Tuchins, enfin à Montpellier et dans les villes du Midi les Tuchins. Donc on a toute une série de révoltes. Et là encore, l'historiographie bouge. Et elle bouge grâce aux recherches essentiellement sur l'opinion et sur l'information. C'est-à-dire qu'on a vu, et c'était dans les bons manuels, je l'ai même enseigné au départ, mais avec beaucoup de réticence, il faut dire, parce que très vite, moi j'ai travaillé sur ces thèmes-là pour un peu les déganguer de leur doxa officielle. La spontanéité, oui, c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, on y reviendra sans doute, c'est souvent le cri d'une femme qui fait démarrer la révolte. Bon. Mais spontanéité, point d'interrogation. Il y a de ville à ville des réseaux d'information formidables qui marchent très bien, qui parfois dévient sur la rumeur, bien entendu, parce que c'est une information orale essentiellement, mais pas seulement. Il y a des lettres qui circulent, des marchands qui racontent. Il est impossible de penser, par exemple, que la révolte des Ciompi n'ait pas été connue des artisans parisiens 1378, 1380, 82. Donc vous voyez, il y a eu des transmissions de l'information. Et par conséquent, des discussions sur l'information. La rue n'est pas un espace de, la rue n'est pas un espace immobile où s'appesantit seulement un pouvoir.
La rue est un lieu où on parle, où on échange, où on conteste. Et par conséquent, on a là le ferment de ce que peuvent être les révoltes des XIVe et XVe siècles. Merci, et merci à tous les deux de me fournir des transitions, puisque évidemment cette dimension européenne de la révolte, c'est presque le sujet, c'est un des sujets que traite Christopher Clark dans son étude magistrale sur 1848. Et je voudrais qu'il nous en dise donc quelques mots autour de cette dimension européenne, et peut-être aussi des articulations entre les motivations diverses de ces mouvements. Oui, sûrement. Alors, j'ai décerné beaucoup de points intéressants dans ce que Claude Govard a juste dit. La dimension européenne est très, très importante, et la transmission d'informations et des discours. Et puis aussi le rôle de la rue en tant qu'espace de mobilisation, de contestation, etc. Mais quand j'ai fait pour la première fois la connaissance de ces révolutions de 48-49, je me souviens très vivement comment le professeur nous a dit, c'était en Australie au lycée, comme le professeur nous a dit, alors messieurs, c'était un lycée du garçon, messieurs, ces révolutions étaient extrêmement complexes et elles ont échoué. Et je me suis dit en ce moment-là, quelle combinaison peu attrayante. L'échec et la complexité. Qui veut s'occuper d'un événement comme ça? Et je me suis décidé de me jamais occuper de ces révolutions. Alors j'ai changé d'avis depuis. Et je crois que ce qui est le plus intéressant, ces révolutions, c'est d'abord qu'elles sont uniques par leur caractère véritablement, authentiquement européen. Il n'y a pas jamais eu une révolution d'une telle étendue, avec de telles cascades de tumultes et de soulèvements comme ces révolutions-là. C'est la spontanéité que Claude Govard a mentionnée, mais aussi la presque simultanéité. Naturellement, il n'existe pas une simultanéité exacte, mais elles sont presque simultanées. Et ça les rend vraiment uniques. Et c'est ça qui m'a fasciné. Et il se déroule dans 3 phases. Ça commence avec le printemps, ça continue dans l'été. Le printemps, c'est le temps de l'unanimité, de l'euphorie, de submersion. Submersion, c'est vrai, submersion de l'individu dans un acteur collectif. Et puis ça continue en été avec les contradictions qui commencent, qui d'abord sont plutôt latentes. Ils éclatent. Il y a eu une fracture dans les fronts révolutionnaires. Et en automne, et en continuant jusqu'à l'été de 49, il y a la longue série de contre-révolutions. Et ça termine alors fin de l'été 49. Merci. Et donc là, ça une nouvelle dimension qui apparaît, celle de la chronologie du mouvement de révolte, qu'on va essayer d'aborder aussi. Il y a un début, des motivations, des acteurs qui se mettent en place. Il y a une évolution des mouvements, des articulations, des divisions, des scissions, et puis la répression qui vient, mais aussi les résultats, l'ombre portée d'une révolte. C'est tout ça qu'il faudrait essayer. Je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, on essaiera de voir un petit peu tous ces aspects. Et donc, avec Jean-Louis Robert, il y a évidemment cette histoire de la Commune de Paris, c'est une chronologie très fine et très évolutive. Il se passe des choses, ce n'est pas un événement figé. Et je voudrais savoir tout simplement comment il aborde justement et pourquoi cette nouvelle histoire de la Commune. Oui, je ne vais pas trop insister sur la nouvelle histoire de la Commune, mais peut-être réfléchir en partant déjà de questions qui viennent d'être posées et en précisant ce que je voudrais ici exposer. Par rapport à ce qui vient d'être dit, évidemment, on n'a pas affaire à une révolution européenne.
peut-être une révolution française, et encore les communes n'ont pas été tant nombreuses en province. Donc on a déjà l'idée qu'on va rentrer dans une spécificité locale et une spécificité de circonstances qui va jouer dans cette histoire de la commune. Voilà, donc ça c'est un premier point qui me semble important à signaler pour concevoir ce que je voudrais évoquer ici. Approcher l'histoire de la commune, c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre, du fait de ce fait-là qui est très long, c'est une démarche d'histoire totale, comme on disait autrefois, hein, qui va de l'anthropologique au culturel, au politico-social. Et effectivement, on ne peut pas en faire l'impasse pour l'histoire de la commune, puisqu'elle résulte de crises qui sont politiques, sociales, culturelles et patriotiques également, comme vous le savez. Donc c'est un ensemble très complexe et également moral, d'ailleurs, puisque j'ai consacré presque un tiers de ce livre à la crise morale qui secoue Paris en 1871. Donc, et puis il y a un dernier niveau, et c'est celui-ci que je vais essayer d'évoquer aujourd'hui, qui est la crise urbaine. Et j'aurais donc ici envie, non pas de traiter de tous les aspects, mais qu'ils soient tous en relation, on ne peut pas les séparer entièrement, en insistant sur un certain nombre de concepts que j'essaierai de développer tout à l'heure, au fur et à mesure des choses. Un concept essentiel, enfin essentiel oui, qui prend quand même une place importante, à mon sens, dans la réflexion, c'est celui de l'urbanité et du déséquilibre de l'urbanité. Le mot urbanité renvoie à un concept de ville qui serait policée, de relations sociales apaisées. Je vais donner un exemple pour sortir de la commune, mais quand on entend Yves Montand chanter les grands boulevards, on est en plein dans cette urbanité, dans les années 1950. Hein. C'est l'ouvrier de Citroën qui parcourt Paris, en fait, mais qui pense en même temps que les boulevards sont les lieux de manifestations révolutionnaires, et qui retrouve sa petite amie à la Bastille. Donc on a là, vous voyez, une image de la ville apaisée, de la ville d'une certaine urbanité dont je voudrais montrer que la commune est un moment où cette situation, ça nous concerne peut-être encore d'ailleurs, est remise en cause. Et un deuxième aspect sur lequel je réfléchirai, c'est la question de la réappropriation, de la désappropriation, puis de la réappropriation de la ville, ce qui pose des problèmes de rapport entre la périphérie et le centre, ou entre les quartiers populaires et le centre, et montrer comment des phénomènes de réappropriation d'une ville qu'on a perdue par certains côtés, du fait de la politique impériale en partie, mais pas seulement, est un élément clé de la dimension urbaine. J'y insiste, de la dimension urbaine. On met le microscope là, sur la ville, mais bien sûr, il faudra toujours penser que c'est dans un ensemble plus complexe, hein, qui renvoie aussi à un mouvement social, à un mouvement pour la République, à un mouvement pour la patrie. Donc voilà, mais ce sont sur les points qui concernent la révolte en ville que je voudrais insister aujourd'hui. Merci Jean-Louis Robert de recentrer sur précisément cet espace urbain et la spécificité justement de la révolte, je dirais connectée à cet espace. Et donc à partir de là, de si vous voulez, de cette mise en place, on peut entrer vraiment dans le vif du sujet et reprendre un premier tour de table, je dirais, autour de véritablement qu'est-ce qui motive ces révoltes dans les différentes périodes qui nous intéressent et qui est à la manœuvre? Comment ça s'articule? On a commencé déjà à en parler un petit peu, Nicolas en a parlé déjà un peu, mais je voudrais qu'il revienne un petit peu là-dessus. Quel déclencheur, quelle motivation, quels acteurs? Bien. Alors, il faut partir du constat que les révoltes qu'on peut étudier à Rome, ce sont des révoltes de la plèbe. La plèbe, c'est la multitude, mais attention, c'est la multitude civique, c'est la masse civique, donc on parle de citoyens. On ne parle pas des 20% d'esclaves,
qu'on ne voit pas se révolter, si ce n'est quand l'un assassine son maître qui était devenu vraiment trop casse-pied. Mais voilà, mais cette dimension civique, elle permet de comprendre, de donner une logique à la typologie des motifs de révolte. En fait, on se révolte quand on pense que sa propre dignité de citoyen est remise en cause. Qu'on pense qu'on n'est pas traité comme un membre à part entière du peuple romain, c'est-à-dire du peuple roi qui domine la terre. Donc quand on appartient au peuple roi qui domine la terre, on doit être bien traité, et notamment, il y a une catégorie de révoltes qui sont liées aux conditions matérielles des citoyens romains. Donc on se révolte quand le prix du pain augmente parce qu'il y a une pénurie de grains à Rome. On va se révolter quand, parce qu'il y a une guerre civile et qu'il faut financer la guerre, des taxes sont augmentées. On va se révolter quand les taux d'intérêt montent parce qu'il y a une crise du crédit et parce que dans cette ville, on paie son loyer à l'année et donc on s'endette pour payer son loyer. Et donc quand les taux d'intérêt montent, c'est très embêtant. Au-delà de ces révoltes pour des raisons de conditions matérielles, il y a des révoltes qui sont directement liées à la vie politique et à une contestation du comportement des aristocrates. Bon, donc on se révolte pour contester une attitude politique, on se révolte pour contester un homme politique qui est mis en accusation et on se révolte en marge de son procès. Donc c'est très varié, mais vous voyez cette cohérence politique et civique. Et assister là-dessus, ça permet de comprendre qui sont les acteurs déterminants du déclenchement de la révolte. À Rome, il y a des très pauvres, des gens qui vivent dans la misère et dont on se dit qu'ils auraient des motifs de soulèvement quotidiens. Mais ce ne sont pas ces très pauvres qui se révoltent, sinon ils se révolteraient tout le temps. Les révoltes arrivent dans des moments de crise, lorsque la crise touche des catégories sociales qui, habituellement, sont bien intégrées et ont de bonnes raisons de ne pas contester le pouvoir. Et donc, ce n'est pas des affamés qui se révoltent, ce sont des gens qui, d'habitude, vivent normalement, ou qui n'ont pas de difficultés de subsistance et qui, à un moment donné, vont avoir des difficultés en raison de la conjoncture. Donc ce sont des milieux intermédiaires de la société. Ce que l'on voit bien, c'est en particulier le rôle des boutiquiers à Rome, des artisans, des boutiquiers qui forment un peu le cœur de la plèbe. Et on le voit il y a par exemple un symbole du début de la révolte, et une manifestation du mécontentement qui est la fermeture des boutiques. Rome, c'est une ville d'immeubles avec des boutiques partout en rez-de-chaussée, des boutiques qui sont ouvertes sur la rue le matin et fermées le soir avec des grands volets, des grandes portes coulissantes. Et quand dans la journée, les portes des boutiques restent fermées, ça veut dire que les boutiquiers vont être dans la rue et que là, les choses sont graves, qu'il y a un vrai mécontentement. Donc voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est la dimension civique de la révolte lorsqu'on parle de la plèbe, c'est-à-dire de citoyens intégrés politiquement et qui souhaitent le rester. Et quand ils ont l'impression qu'on les met à l'écart, ils se rappellent au bon souvenir du pouvoir. Là, il y a effectivement un fil à tirer, me semble-t-il, dans cette question de la dignité outragée, de moments déclencheurs comme ça. Et moi, je pense, y compris à la Commune de Paris, mais je voudrais savoir si on retrouve ce fil conducteur justement au Moyen-Âge. Absolument. Alors, on a dit que ces révoltes étaient d'abord antifiscales, donc on a lié ces révoltes à la naissance de l'impôt, avec juste raison, bien entendu. Mais c'est vraiment trop parcellaire de se borner à cette idée, mais elle vous en dit déjà suffisamment pour comprendre que ceux qui sont les plus touchés, ce sont ceux quand même qui sont amenés à payer l'impôt. Donc ce ne sont pas, effectivement, les plus miséreux, les plus pauvres de la ville, ce sont ceux qui ont une existence matérielle, mais qui n'ont pas le pouvoir
suffisants à leurs yeux, et là on retrouve effectivement la notion de dignité, ils ne sont pas suffisamment incorporés au pouvoir. Alors c'est à plus ou moins grande épaisseur, et par exemple si on prend la révolte d'Étienne Marcel en 1356, Étienne Marcel appartient à la grande bourgeoisie parisienne. Et du coup, ça se drape dans un programme politique, et c'est ce qu'on oublie trop souvent. Il y a un programme politique dit réformateur, le mot de réforme ayant une élasticité formidable pour dire qu'il faut changer le mode de gouvernement, qu'il faut changer les structures, mais jusqu'où ? Le mot de réforme, réformation, vous savez, c'est un mot qu'on entend d'ailleurs encore de nos jours de la même façon, avec la même élasticité. Donc, on a là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière, il y a forcément quand même une opinion et une discussion politique. Étienne Marcel arrive à mettre dans la rue une partie de la population parisienne. Et c'est lui qui sauve la monarchie en mettant sur la tête du dauphin le chaperon rouge et bleu de la ville. Donc, il y a la révolte gronde, elle est dans la rue, et elle est avec cette idée qu'on peut même aller jusqu'à détruire l'héritier direct du trône. Ces révoltes, si vous voulez, doivent nous laisser penser que derrière, il y a... Je reviens là-dessus, parce que c'est quand même un élément où tout le monde n'est pas forcément d'accord, tous les historiens ne sont pas forcément d'accord avec moi. Pour moi, il y a quand même déjà une opinion de gens qui se rendent compte, qui appartiennent à l'artisanat, le plus souvent. La révolte de 1413, avec les bouchers parisiens qui sont riches comme Crésus, c'est pas la pauvreté. On est dans le haut de gamme des revenus, mais les bouchers sont maltraités, mal perçus, ils travaillent dans le sang, donc déjà ils appartiennent à un tabou, et ils relèvent d'un tabou, et on peut effectivement les considérer comme infâmes. Donc il y a un paradoxe entre cette richesse du métier et la perception qu'on en a. Donc ce ne sont pas des révoltes de la misère, ce sont des révoltes de l'artisanat, des classes moyennes, qui demandent à avoir plus de pouvoir, de reconnaissance, et alors c'est encore bien plus net dans les révoltes flamandes. On parlait tout à l'heure, et c'était très intéressant avec Jean-Louis Robert, de penser à la spatialisation aussi. Alors on la connaît moins bien pour Paris, parce que Paris, c'est un mélange de quartiers, surtout sur la rive droite, où il y a du riche et des pauvres, mélangés. Mais si on regarde le livre, justement, d'Alessandro Stella, sur la révolte des Ciompi, il y a beaucoup de plans très intéressants. Les Ciompi viennent de la périphérie. Et ils vont essayer de prendre le pouvoir au centre. Vous voyez ? Alors, bien sûr, on pourrait dire que dans les grands hôtels princiers du centre de Florence, au rez-de-chaussée, il y a des gens qui sont plus pauvres. Oui, mais ils sont minoritaires. Et là, on a une spatialisation très intéressante de la révolte qui vient de la périphérie pour conquérir le centre, et avec le centre, les institutions urbaines. Voilà. Dont ils sont exclus. Et cette exclusion, elle est liée à des idées politiques. Et je voudrais revenir là, cette fois, alors là on est en Angleterre, avec la révolte des travailleurs racontée par Froissart. Alors Froissart était un aristocrate, vous savez, homme de cour, etc. Bon. Mais il raconte comment la foule allait écouter la prédication de John Ball, un clerc qui racontait, évidemment, quand Adam bêchait et Ève filait, où était le gentilhomme. Donc on est vraiment en pleine subversion. Et il raconte comment, en sortant de la prédication, les gens retournaient dans l'arrière-pays, dans les campagnes environnantes, et là on retrouve alors ce que je disais tout à l'heure, c'était l'osmose entre l'arrière-pays et la ville, et il s'arrêtait au carrefour, dit-il, et il disait « Si, parlait John Ball, et si dit vrai ». Donc, et il dit vrai. Donc c'est la vérité ce qu'il dit. Vous voyez, donc il y avait des discussions au carrefour de l'arrière-pays, des villages, où on continuait à parler de ce qui se disait dans la ville. Et si vous réfléchissez un peu à la révolte de 1358, donc dans Beauvaisis,
plus large, beaucoup plus large que le Beauvaisis. Cet arrière-pays, c'est celui de Paris, effectivement, qui n'a pas été sans connaître la révolte de la ville elle-même avec Étienne Marcel, et par conséquent aussi les révoltes flamandes. Donc, la révolte des paysans de Beauvaisis, ça n'est pas seulement une révolte paysanne, c'est une révolte en résonance avec les révoltes urbaines. Donc on voit comment la ville peut quand même servir de phare pour propager les idées et par conséquent enflammer évidemment le pays qui est concerné. Merci, ça nous donne là encore beaucoup de fils conducteurs pour aller, pour enjamber l'espace chronologique et aller vers le 19e siècle. Ne serait-ce que cette spatialisation révolutionnaire, les faubourgs d'artisans sans culottes face à un autre Paris, Paris du pouvoir. Et si on prend même l'exemple de 1830, alors là, autre idée qui a été avancée, la manière dont c'est pas forcément le peuple les plus pauvres des Parisiens qui se révoltent en 1830. Il faut rappeler que la révolte, elle part des journalistes de la réforme du National qui se considèrent comme ostracisés par les ordonnances de Charles X et qui envoient aussi toute une partie de ce qu'on appelait la jeunesse des écoles, les étudiants du quartier latin, sur les barricades. Et de la même manière, en 1848, c'est l'interdiction d'un banquet. Et ceux qui participaient au banquet n'étaient pas forcément les plus pauvres. C'était des gens qui avaient déjà un engagement politique, une culture politique, qui, là aussi, suscite la révolution, en tout cas, enfin, la révolte parisienne. Mais là-dessus, c'est à Christopher Clark d'intervenir et de dire ce qu'il en pense. Alors, le déclenchement des révolutions est extrêmement spontané. Il y a beaucoup de contemporains comme Lamartine, par exemple, qui parlent de la situation, d'une situation où c'est la curiosité de la foule qui a amené les gens sur les rues, et la présence même de tant de gens, tant de monde dans les rues des grandes villes suffisait pour faire éclater un soulèvement. Parce qu'il y avait toujours le risque d'un conflit avec les troupes. Alors, ils étaient spontanés, ils n'étaient pas planifiés. Il y avait des gens qui planifiaient, depuis des décennies, ils avaient dans les groupes clandestins et les associations clandestines, ils avaient planifié ils avaient esquissé le programme d'un nouvel ordre, etc. Mais ils n'ont rien fait pour faire éclater cette révolution. Ils étaient absolument irrélévants aux événements même. Et c'est pour ça qu'il faut dire que ce n'est pas les révolutionnaires qui ont fait les révolutions, mais c'est l'inverse, c'est la révolution qui a fait les révolutionnaires. Et ils sont ceux que nous voyons comme des révolutionnaires. Ce sont les personnes qui sont dans la position de s'établir en tant qu'exécuteurs de la situation très très ouverte créée par le soulèvement spontané des villes, de la grande foule. Mais ça ne veut pas dire que les idées, les arguments et les positions sont nouveaux ou nouvelles. Elles ne sont pas. Il y a tout un univers de traînes, de séquences d'arguments et de positions qui ont déjà été pris dans les publications, dans les journaux, etc. C'est un milieu extrêmement raffiné politiquement, parlant politiquement. Et alors, ce qui émerge de ce moment spontané de déclenchement, c'est une révolution à deux étages. Exactement comme Nicolas Tran a parlé de la fermeture des boutiques, on voit quelque chose comme ça. C'est les classes populaires des grandes villes, ils vont dans la rue, mais les leaders sont plutôt les bourgeois. Comme vous avez dit, en 1830, c'est un peu la même chose. Ce sont les journalistes, les libéraux, déjà connus comme les leaders d'opinion libérale, plutôt des gens bien aisés, des classes aisées. Et c'est eux qui prennent les positions de leadership. Et déjà commence une tension entre
la volonté d'établir des réformes politiques, une constitution, une nouvelle constitution, une extension du suffrage, pas pour les femmes, mais parmi les hommes, et des élections régulières et tout ça, et la liberté de la presse, très très important. Et à l'autre côté, il y a les revendications sociales. Il y a des gens qui, surtout les apprentis, les compagnons, les artisans, qui veulent récalibrer la relation entre le travail et le capital d'une manière permanente ou d'une manière durable. Et on parle, en Allemagne, les radicaux parlent de la différence entre Pressefreiheit et Fressefreiheit, la liberté de la presse et la liberté de la gueule. Parce que comment ça vaut la peine, la liberté de la presse, si on n'a pas assez d'argent pour acheter un journal ou si on a trop de faim pour le lire d'une manière concentrée. Alors, et c'est cette contradiction au cœur du soulèvement qui va l'arracher, qui va détruire la cohésion de ce moment de printemps. Merci. Alors là, il y aurait une spécificité quand même de la Commune de Paris, qui est le siège, les conséquences du siège et du désarmement surtout de Paris par Adolphe Thiers. Là, il y a quelque chose qui est un événement très particulier, mais qu'on peut en trouver d'ailleurs dans tous les mouvements de révolte. Il y a un déclencheur. Mais sur cette idée de, de cette mobilisation, je dirais à plusieurs niveaux, du rôle des politiques et du rôle de la spontanéité populaire, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Commune de Paris ? Alors, je vais d'abord un peu continuer sur mon idée d'urbanité. Je voulais quand même rappeler quelques faits particuliers, mais qui expliquent la situation de Paris sur une vue, disons, un temps pas long, mais quand même sur une durée, une dizaine d'années qui précède la Commune. Il faut quand même se rappeler, d'une part, en dehors même de l'osmanisation, de l'intensité de la croissance urbaine. Paris prend en 10 ans, donc en partant du Paris déjà agrandi, après 1860, donc dans les 10 années qui précèdent la Commune, Paris augmente, ce n'est pas donc une question de superficie, de 600 000 habitants. Si on supprime l'accroissement naturel, qui est assez faible dans la ville, on débouche sur au moins 500 000 migrants et probablement plus. Et là, c'est là qu'on rentre la question, que nous allons trouver la question de l'urbanité. C'est simple, et donc la ville, elle se fabrique massivement par cette arrivée de la population. C'est le cas de Paris, mais on pourrait voir d'autres villes. En 1970, les Parisiens sont des provinciaux, on pourrait presque dire, puisque 75% d'entre eux sont nés en province. Et là, on peut se poser justement la question de cette population qui arrive, massive, est-ce qu'elle ne déséquilibre pas cette urbanité que j'évoquais tout à l'heure? Il y a même une perception alors, qui nous amènerait chez Maxime Ducamp, dont je suis loin de partager toutes les idées, mais qu'effectivement, les convulsions de Paris tiendraient à cette arrivée des sauvages, avec d'ailleurs une conception très spécifique qui indiquerait, dans un système de représentation qui ferait des gens des campagnes, les sauvages, déséquilibrant, arrivant en ville et déséquilibrant l'équilibre urbain de cette urbanité que j'évoquais. Et voilà, ça c'est un des premiers points qui me paraît important, qui n'est pas seulement le centre et la périphérie. Le deuxième point que je veux évoquer, qui est effectivement là, on est plus lié à des phénomènes que vous connaissez tous sur Haussmann, donc je ne vais pas y revenir en long et en large, mais la politique de Haussmann qui va conduire, entre autres, pour nous, à au début de départ de population du centre vers la périphérie. Tout de même, les 5 premiers arrondissements de Paris
Je parle d'une croissance urbaine considérable, mais puisque la ville atteint presque 2 millions d'habitants. On est déjà quasiment à la saturation de Paris, pas entièrement, mais on a presque la même population en 1870 que celle que nous connaissons actuellement. Près de 2 millions d'habitants déjà, la ville intramuros. Donc cette immense s'accompagne déjà de mouvements. Les 5 premiers arrondissements, dans les 10 années qui précèdent la commune, perdent 60 000 habitants. Donc déjà un mouvement qui s'amorce aussi dans les 8e et 9e arrondissements. Donc en même temps, quelque chose, et j'y reviendrai après, comme Montmartre, le 18e arrondissement prend 50 000 habitants en 10 ans. C'est une sorte de ville nouvelle qui se développe dans un maquis urbain très complexe. Cette croissance urbaine, évidemment, elle a ce phénomène de déséquilibre, mais elle a tout de suite des effets sociaux. C'est pas qu'un phénomène d'urbain, c'est aussi des problèmes de logement, de crise de logement, etc. Donc voilà, il y a ces phénomènes qui sont essentiels. Alors on a toujours l'exemple classique, vous savez, on est passé de la ségrégation verticale au début du 19e siècle, le bourgeois au premier étage, et puis dans les combles, les miséreux, avec cette image qu'on passe à une ségrégation spatiale, horizontale. C'est partiellement vrai. Donc cela crée aussi une séparation, un autre niveau de séparation, d'éloignement et de crise urbaine, avec les distances qui s'aggravent, même si on reste souvent encore proche de son lieu de travail. Donc des phénomènes aussi d'ignorance qui se font, d'interrelations sociales qui diminuent dans cette immense cité. Je vais nuancer ça, donc vous allez facilement faire donc l'ouvrier de Belleville, venu chercher du travail, au grand bourgeois du 8e arrondissement de l'hôtel de Thiers. Voilà, pour faire tout de suite mais je vais complexifier encore la chose, moi j'aime bien complexifier les choses, c'est que tout ceci ne suffit pas pour percevoir ce qu'est la révolte. Et il faut bien voir qu'il faut faire aussi appel aux imaginaires urbains. Pas seulement au symbolique, il faut distinguer réel, symbolique et imaginaire, mais je n'ai pas le temps de distinguer ces 3 concepts que j'ai essayé de travailler dans mon livre. Le réel, on peut s'amuser, c'est vraiment dire faire des choses activement, etc. La symbolique, ce serait dire je t'aime, et puis l'imaginaire, ce serait ce qu'il y a dans notre tête tout au plus profond qui n'est pas perçu immédiatement. Donc il faut faire appel à l'imaginaire parisien. Cet imaginaire parisien, il est immense évidemment, c'est un réseau très complexe de phénomènes, mais pour ce qui me concerne ici, je voudrais le résumer dans le mot qui sera le plus utilisé par les communardes et les communards, qui est le mot-clé, c'est le mot « peuple ». C'est le mot « peuple » et avec sa variante « peuple de Paris » et tout l'imaginaire que porte à la fois « peuple » et à la fois « Paris », qui va créer là une circulation qui unifie cet imaginaire. Il va être partagé par les Parisiens anciens, mais aussi par les arrivants très rapidement. Et même au-delà. Un exemple évident, je ne vais pas citer 50 exemples, mais l'exemple qui me viendrait immédiatement, c'est Les Misérables. Les Misérables, le faubourg, la barricade, la grisette, la jeunesse des écoles. Vous avez tout. Et vous avez des tirages monstrueux. Les premiers tirages des années 1860, ce sont Les Misérables. C'est 12 traductions en langue étrangère. 12 langues étrangères qui traduisent Les Misérables. C'est une quinzaine d'éditions pirates résumées dans les années 1860. Vous voyez, cet imaginaire parisien, je pourrais montrer tous les réseaux qui fonctionnent, ça existe dans la célèbre affiche rouge qui annonce la commune quelques semaines avant l'appel. Il y a place à la commune, oui.
place au peuple. Voilà. Commune, peuple, Paris libre. Mais ça, par contre, unifie. Et les circonstances jouent toujours. Le peuple de Paris, il s'est aussi concrètement en partie unifié par ce qui est un épisode, là c'est toujours l'effet des circonstances, ce qui est l'épisode terrible du siège. Pendant 4 mois, les Parisiens et les Parisiennes, au moins ceux qui sont restés, une partie de la bourgeoisie a filé, mais au moins ceux qui sont restés vont avoir vécu une épreuve commune de défense de la ville. Donc, oui, il y a des marqueurs sociaux, spatiaux considérables d'opposition de classe. Voilà, de classe dans leur complexité, bien entendu, de classe dans leur complexité, dans les reconfigurations constantes des classes. Mais il y a aussi, pour concevoir ce que va être cette insurrection, cet imaginaire commun qui concrétise un peuple. Alors, je reviendrai dans le déroulement de l'insurrection sur ce que ça peut dire. Merci. Oui, ben, c'est aussi une dimension qui va se retrouver d'ailleurs, parce que lors de l'élection du Conseil de la Commune de Paris, il y aura une abstention très forte, je crois, du côté des quartiers bourgeois, qui vont laisser finalement l'expression politique du peuple se cantonner à une partie des Parisiens. Aussi parce que beaucoup ont filé, comme le dit Jean-Louis Robert. Alors cette question de la constitution d'un imaginaire commun, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi percevoir à travers ces révoltes urbaines de l'Antiquité, enfin de Rome? Alors, cet imaginaire, c'est notamment une mémoire de la plèbe, et des références historiques qui parfois remontent très loin, parce que je vous disais, l'histoire de la Rome antique, c'est une histoire millénaire, et les premiers moments où la plèbe revendique des droits sont très anciens pour les périodes qui m'intéressent le plus. Ce sont des émeutes qui remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc qui sont vieilles de 3 siècles, et qui ont donné lieu à des mesures de protection des simples citoyens, avec l'élection régulière des fameux tribuns de la plèbe ensuite. Et donc il y a des tribuns de la plèbe qui se présentent comme les héritiers des tribuns de la plèbe du début de la République, et il y a des citoyens qui se pensent comme les plébéiens du début de la République. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois la longue durée, parce que à l'époque impériale, cette fois-ci, on va faire référence à ce qui s'est passé 50 ans, 60 ans plus tôt, comme quelque chose à suivre. Et il y a parfois vraiment à la fois dans l'attitude du peuple et dans la réponse politique, des éléments qui se font écho, les uns aux autres. Il y a une émeute frumentaire qui a lieu en 22 avant Jésus-Christ. Auguste est au pouvoir. Le peuple se révolte, non seulement pour que la situation du ravitaillement soit réglée, mais dit voilà, il faut qu'Auguste prenne le poste de dictateur pour prenne vraiment les pleins pouvoirs pour régler les problèmes. Et Auguste a beau jeu de dire non, pas ça pour moi. En revanche, je veux bien reprendre la charge de la nonne, et ça fait référence à ce qu'avait fait Pompée 50 ans plus tôt. Et très directement, et dans les mesures concrètes et dans le déroulement concret de l'émeute, on verrait vraiment cette référence. Alors, l'imaginaire de la plèbe et de la révolte, c'est aussi une sorte de référence rêvée à l'époque où les simples citoyens n'étaient pas aussi dominés, parce que finalement les différences étaient moins grandes sur le plan social et économique. Les grands n'étaient pas si dominateurs, et donc oui, il y a cet imaginaire effectivement, et c'est ce on pourrait creuser, mais ce qui me vient aussitôt à l'esprit, c'est la mémoire de la plèbe.
Et alors, est-ce que ça se retrouve, ça aussi, dans les révoltes médiévales? Alors, bon, moi, je serais beaucoup plus prudente, je pense, parce que, à cause des sources, toutes les sources que j'ai, moi, pour traduire l'imaginaire, elles viennent du côté du contre-pouvoir de la révolte. C'est-à-dire de Froissart, de Jean de Cour, hein, qui, effectivement, ont un mépris total pour le peuple et pour les révoltes. Bon. Donc, il faut faire très attention. Et l'historien est obligé de déconstruire complètement, de s'apercevoir qu'effectivement, les révoltes médiévales sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, fomentées par un noyau d'artisans, pour aller vite. Hein, voilà, la couche moyenne des fabrications à Paris ou ailleurs, dans les villes. Hein. À Rouen, ça peut être davantage des chaudronniers, vous voyez, ça, selon les métiers qui sont en avant. Hein, ou les métiers de bouche partout. Hein, voilà. Et puis, ils sont rejoints dans la révolte par les gens de la misère, qui existent, qu'on appelle les demeurants partout, hein, dans les sources judiciaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune attache territoriale fixe, aucun lieu d'habitation fixe. Hein, demeurant partout, c'est joli comme expression. Voilà. Ça en dit long. Ils peuvent avoir un métier, hein, ils peuvent exercer, ils peuvent avoir un salaire, mais ils sont évidemment presque des inconnus dans la ville. Alors ils arrivent et ils viennent grossir les émeutes de la rue et ils se livrent effectivement là, comme disent les chroniqueurs, et là aussi sous toute réserve, aux excès qui sont ceux de la révolte. Et on a alors, si vous voulez, une description inversée de ce qu'est le temps de la tradition. Les événements se passent de nuit. Les événements se passent avec des cloches qui sonnent à minuit. C'est le temps inversé. On ouvre les portes des prisons. C'est l'ordre qui se dissout. On va chercher les maillets, parce que là, on sait que là où ils sont, on va chercher les armes. On tend des chaînes dans les rues, ce qui entrave la liberté de circulation. La ville est figée. Dans une société de la tradition, comme l'est la société médiévale, y compris dans les plus grandes villes, la plus grande ville de Paris, qui est une des capitales de l'Occident, d'un point de vue démographique, pour ne pas dire la plus grande ville d'Occident, hein, c'est impensable que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la révolte intrinsèque à la révolte elle-même, au mode de la révolte. Ça ne peut pas durer longtemps, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête, et la révolte se transforme en fête, on met le vin en Perse, et si on prend les exemples de 1413 ou 1418, on voit dans les caniveaux couler aussi bien le sang que le vin. On a donc, si vous voulez, là, une extrême violence qui n'est pas d'ailleurs appréciée par la couche moyenne qui avait fomenté au départ la révolte. Le plus bel exemple, c'est 1418 à Paris, où c'est un ancien écorcheur, enfin écorcheur au sens artisanal, hein, écorcher les bêtes, Capluche, qui se transforme en bourreau et qui va sur le carreau du Châtelet, donc vous voyez une parodie de justice, mettre à mort une femme enceinte. C'est le tabou. Il est allé au-delà de tous les respects possibles qui sont ceux de la société, toutes les normes qui freinent, si vous voulez, les rapports sociaux sans qu'elles soient écrites. Hein. Et à ce moment-là, on arrête la main du bourreau, et c'est lui, à son tour, qui va être effectivement décapité. Et c'est la fin de la révolte. Donc on a, si vous voulez, un mélange, ça me paraît très important pour la société médiévale, il y a des extrêmes qui font qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça n'exclut pas une répression farouche de la part des autorités. Alors cette fois, à cheval, hein, le duc de Bourgogne entrant dans Paris et disant quand même que ça suffit, refusant justement de donner la main à Capluche, vous voyez. Donc il y a les deux aspects, mais j'insiste sur cet aspect moins connu que la répression, j'allais dire officielle,
qui fait que le roi se rend à Rouen, par exemple, et désigne 6 qui vont être décapités et 6 qui vont être graciés au hasard, n'est-ce pas, pour exprimer son pouvoir judiciaire. Ça, c'est l'aspect autoritaire, l'aspect supérieur du pouvoir souverain. Mais il y a aussi, même dans la révolte rouennaise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur un char un dénommé Legras, qui était effectivement un des leurs, et qui est le roi de carnaval. Donc on a un mélange entre, ça, le roi Ladurie l'a très bien montré, on a un mélange entre la fête et la révolte qui fait qu'elle s'arrête. Il y a un moment où elle ne peut pas aller plus loin parce que le temps n'est plus celui de la tradition. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, il y a beaucoup d'éléments, moi, qui me font penser aussi à ce qui s'est passé en 1848. D'abord, la constitution de cet imaginaire de ce qu'était le peuple, parce que 1848, c'est un moment important de structuration, justement, de cette idéologie de ce que doit être le peuple, voire la démocratie. Et puis aussi cette idée des lignes jaunes qui vont de manière, j'allais dire, presque naturelle. On ne peut pas dire que la répression de juin 1948 est naturelle. C'est un massacre. Mais ces lignes jaunes qui à un moment sont franchies et qui vont faire que le mouvement ou la révolte en elle-même va s'arrêter. Et ça se passe en France, mais on pourrait le voir dans les États germaniques, on pourrait le voir en Italie aussi en 1848. Bon, Christopher Clark, c'est ça beaucoup mieux que moi, mais je me demande si là aussi il n'y a pas quand même des similitudes avec ce qu'on vient de nous dire. Absolument. Et ça m'a fasciné ce que Jean-Louis Robert a dit sur la croissance urbaine, la croissance extrêmement intense, parce que ça, naturellement, ça a rendu les villes plus potentes comme centre de révolte, etc. Mais aussi, ça a mené à un processus de différenciation. Et on remarque... pendant les révoltes dans les villes européennes en 1848-49, comment dit-on ça, une gouffre entre les Vorstädte, par exemple, les faubourgs à Vienne, par exemple, et la ville propre, la ville centrale. Et à Palerme, par exemple, un contemporain, un historien qui écrit une chronique des événements à Palerme, il dit que tout cela a très bien commencé. Les hommes très dignes, les libérali, les gens libéraux qu'on connaissait bien, c'était des pères de famille, etc. Ils ont pris des positions de leadership, disons. Mais tout d'un coup, après quelques jours, la ville était pleine il parle de brutta gente, des razze infernali, de gens laides, de race infernale, et il veut dire les gens des villages, et aussi les maestranze, les artisans de la ville même. Il a dit, et ça veut dire qu'on commence à faire une distinction entre plusieurs formes de violence. La violence des bourgeois et des étudiants qui se battent avec les troupes, ça c'est la politique, c'est la révolution et c'est le peuple qui montre son pouvoir. Mais la violence, par exemple, contre un employeur, dit-on ça, contre des machines ou des fabriques, qui est plutôt... un patron. Exactement, qui marque les révoltes sur la périphérie des grandes villes. Surtout, ça, ce n'est que la violence. Et on fait cette distinction et on exclut les faux bourgeois du récit de la Révolution. Et ça explique aussi pourquoi cette urbanité intensifiée, ça explique aussi pourquoi la question sociale, qui est absolument la question sociale de la politique pendant les années 40, ça explique leur caractère, son caractère urbain. La question sociale ne s'occupait guère de la pauvreté rurale, c'était une question urbaine. Ce que Claude Gauvard a dit sur les révoltants du Moyen-Âge, ça m'a rappelé un peu de Froissart, qui, comme il décrit les Jacques
de la jacquerie française. Il dit que sur l'un côté, il y avait l'aristocratie, toute la chevalerie française, et quel panorame émouvant avec leurs standards et leurs drapeaux et leurs cheveux blonds, etc. Et à l'autre côté, il y avait les Jacques. Il les décrit comme ils étaient petits et noirs et très mal armés. Et c'est quelque chose de similaire se produit dans les villes européennes. Alors, j'ai de plus en plus l'impression que plus ça change, plus c'est la même chose dans ces récits de révolte. Mais oui, alors, ça suffit, je crois. Alors, on va continuer encore un tout petit peu avant de vous laisser les questions, parce on peut avoir des tas de questionnements, mais alors, pour tirer le fil de cette construction d'un imaginaire populaire, je voudrais solliciter Jean-Louis Robert sur la Commune de Paris, parce que cet imaginaire populaire, il se construit aussi à travers, à un moment donné, une manière de gérer la commune et puis de programme politique, malgré tout. Oui, alors il faut voir aussi, je voulais insister un peu sur... j'ai beaucoup donné des éléments un peu macro, disons, des grandes causes. Il ne faut pas oublier quand même qu'une ville en révolte, y compris pour comprendre tout le processus historique, mais c'est aussi... à un moment que personne n'a prévu, très peu. C'est aussi un moment rempli d'aléas, de faits minimes qui sont déclencheurs. Donc, par exemple, si on réfléchit simplement sur le lieu de la révolte, le lieu de la révolte du 18 mars, c'est Montmartre. Par un certain côté, donc ça croise tout l'aléa et tous les phénomènes de longue durée. Montmartre, par un certain côté, c'est là, vous savez, tu l'as dit, c'est la visée de désarmer la ville de la part de Thiers. Soit dit en passant, à l'époque, que les citoyens soient armés, c'est une idée de gauche. Pas du tout maintenant. C'est une idée trumpiste. Mais à l'époque... que les citoyens soient armés, c'est une idée de gauche, parce que c'est le moyen que le citoyen a pour son droit à l'insurrection face aux tyrans. C'est une idée de gauche. Voilà. Bon, je ferme, parce que la commune renvoie à tellement de questions qu'on peut vite parler de tellement de choses. Mais voilà, donc Thiers veut désarmer le peuple armé, c'est-à-dire la garde nationale. Et sa principale arme, les canons. Ces canons, ils sont où? À Montmartre, sur la butte. Pourquoi ils sont sur la butte? Parce que les artilleries, pendant un siège, ça se met en hauteur. C'est pour ça que ça se passe à Montmartre. C'est parce que les canons sont en hauteur sur la butte, qui est le sommet de la ville. Ça, si vous voulez, c'est du hasard. Pas complètement du hasard, mais c'est du hasard. Alors, ça se passe à Montmartre. Mais justement, là, je retrouve ma ville, mais c'est l'arrondissement où je dis que c'est la plus forte croissance, 50 000 habitants, populaire. Et voilà. Donc, tout d'un coup, le hasard rencontre la géographie socio-spatiale que j'évoquais. Et va rencontrer aussi quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais qui me paraît tout à fait essentiel, qui va être retrouver les premiers... Et là, Claude l'a évoqué. Et là, ça rentre exactement sur quelque chose qu'elle a évoqué. Qui va, les premiers, ce jour du 18 mars, au petit matin, voir les soldats attelés? Ce sont les blanchisseuses de Montmartre. Ce sont les femmes de Montmartre. Et là, le social va jouer avec l'imaginaire. Les femmes de Montmartre, c'est les femmes du peuple. C'est les femmes du peuple. Ces femmes du peuple de Montmartre, elles sont une composante de ce qu'on appelle, ce que Michel Perrault appelait les glaneuses. C'est-à-dire, les femmes sont celles, les femmes travailleuses, les
les modistes qui vont livrer les chapeaux, les couturières qui vont chercher leur tissu, qui les ramènent chez elles à domicile, puis qui font l'aller-retour, les blanchiseuses qui vont l'avoir, les domestiques, 100 000 domestiques, essentiellement des femmes à Paris, qui font les courses dans tout Paris pour leur maître, et celles qui se déplacent partout, ces glaneuses pour quelques gains, etc. Les femmes de Paris, particulièrement les travailleuses de Paris, sont des passants de Paris. Alors, je trouve souvent le passant de Paris, quand vous avez des histoires très littéraires, sont des hommes de lettres, c'est des artistes, c'est ceux-là qui font cette circulation sociale dans Paris. Non. Les femmes, et en particulier les travailleuses de Paris, sont les principales passants de Paris. Et donc, l'insurrection va se répandre en partie à cause de ce phénomène. À cause de ce phénomène qui est à la fois un phénomène social. Alors voilà. Donc vous voyez la croisée des faits qui se passent dans une insurrection urbaine. Ensuite, eh bien, il y a la reconquête sociale. Alors là, on pourrait évoquer évidemment le 18 mars, on va jusqu'à l'hôtel de ville. C'est les bataillons de la périphérie de Paris qui vont reconquérir le soir, le 18 mars, et proclamer la commune. La commune, c'est parmi les éléments les plus importants de la commune, c'est l'idée que la démocratie ne serait seulement représentative. Voilà. C'est fondamental pour un communard ou une communard. La démocratie seulement représentative, ce n'est pas la pleine démocratie. Parce que pendant la période où il n'y a pas les élections, comme disait Rousseau, vous êtes sous la dictature des élus. Voilà. Oui, et donc pour les communards, le peuple ne peut pas abdiquer sa souveraineté, à aucun moment. Il doit tout le temps rester souverain. Donc, il faut mettre en place des institutions. Ces institutions, dans l'idée de cette démocratie sociale, eh bien, ça va être des assemblées populaires, des clubs qui existaient déjà avant. L'Empire libéral, à la fin, et puis l'Empire libéral, enfin dit libéral, à la fin des années 60, on voit une éclosion de pratiques citoyennes et une explosion, encore même pendant le siège, ce qu'on appelait les clubs rouges, pendant le siège, par les Prussiens. Vous avez donc une éclosion de pratiques citoyennes qui deviennent plus des assemblées populaires. Là, qu'est-ce qui se passe ? Retour à mon socio-spatial. Pendant la Commune, les clubs se concentrent de plus en plus dans le centre-ville. C'est-à-dire que les citoyennes et les citoyens qui ne votent pas mais qui participent souvent à la Commune, eh bien, ils vont dans le centre pendant la Commune. Dans cette conception du devoir citoyen, très exigeant, pas de droit sans devoir, pas de devoir sans droit. Pour un communard, le devoir citoyen, c'est d'aller tous les jours, on est là à la limite d'une temporalité possible, d'aller tous les jours à son assemblée citoyenne pour discuter de ses affaires et des affaires de la ville. Eh bien, on vient aussi au centre pour retrouver, alors appelons un vieux titre, la vie parisienne. Retrouver le cœur de la vie parisienne. Alors on pourrait le voir par beaucoup d'autres aspects, les marches des bataillons, drapeau rouge en tête et au chant de la Marseillaise, puisque les communards chantent la Marseillaise, ils ne chantent pas l'international, ils chantent constamment la Marseillaise, mais avec le drapeau rouge, ils sont amenés, alors là, le hasard de l'histoire, le front est au sud-ouest, il faut traverser tout Paris pour aller, et traverser tous les quartiers bourgeois pour aller se battre à Neuilly et à Levallois. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes de réappropriation. Et dernier point, pour rebondir sur ce qu'a dit Claude, effectivement, le carnaval. La révolution faite. La révolution carnaval. La plausible violence. Alors là, je ferai une différence, c'est que la révolte de la Commune, c'est une révolte, mais c'est aussi un État. C'est un État communard, c'est un État élu. C'est une révolution qui échoue. Mais c'est une révolution communaliste, comme on l'appelait à l'époque.
Qu'un Donc projet il y a fédératif. déjà un contrôle de la ville qui s'établit, c'est différent. Mais en même temps que ce... Donc là, il y a une différence. On amorce quelque chose qui échoue et qui, dans cet échec même, clôt le cycle des révolutions parisiennes victorieuses, se transmettant à l'ensemble de la France. Donc il clôt ce fameux siècle des révolutions du XIXe siècle, où Paris donnait le là, en quelque sorte, à l'évolution politique de la France. Voilà, donc le carnaval, oui, un seul exemple, parce qu'il est sensible, il se passe souvent, parce qu'il faudrait prendre en compte encore une particularité, c'est une guerre civile, et donc s'inscrit, je leur ai beaucoup parlé dans mon livre, il faut aussi penser la commune comme une culture de guerre. Tous les éléments d'une culture de guerre fonctionnent pendant la Commune de Paris. Donc, ça complexifie encore les choses, et donc une culture de guerre, ça permet des choses. Ça permet beaucoup de choses contrôlées, plus contrôlées, parce qu'on est... Mais ça s'accompagne du carnaval. Un exemple, à Levallois-Perret, c'est une ville du nord-ouest de Paris, où il y a le front, il y a des combats. Bon, un jour, peut-être parce qu'on a bu un peu plus que... ou parce que la tension des combats est trop grande, on rentre dans un couvent, parce qu'il y a une dimension anticléricale très forte dans la commune qu'on n'a pas pu évoquer. On rentre dans le couvent, on prend tout, on se déguise en moine, en curé, en prêtre, on fait un défilé dans tout le Valois-Perret avec le crucifix, mais en se moquant des curés. C'était avant Balkany. Voilà, enfin, si on veut. Ça prévoyait. C'est le Valois avant Balkany. Voilà, donc ce carnaval, il est là aussi, hein, mais déjà plus contrôlé par un État communard présent, qui va prendre toute une série de décrets sociaux, effectivement, qui vont en partie répondre à ces préoccupations de la crise urbaine que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, puisque crise urbaine il y a, c'est crise du logement, c'est réquisition des logements abandonnés pour les donner à ceux qui sont hors, qui n'en ont pas. Voilà typiquement une mesure de type urbaine prise par la commune. Il y a une masse de gens qui n'ont pas de logement à Paris, déjà avant avec cette croissance urbaine immense, ou qui n'ont que des cahutes, hein, quand vous regardez un peu la vie parisienne, dans les périphéries, ou qui sont entassés, ou qui n'en ont aucun depuis tous les événements qui se passent dans cette fameuse année terrible. Eh bien, la commune réquisitionne les logements vides pour y installer, et ça je le vois, hein, c'est pas seulement un décret, hein. On voit les gardes nationaux prendre les gens et dire bah, voilà, on vous accompagne. Ah, le propriétaire, bah, non, il n'est pas là, il n'y a personne. Bah, installez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez que Jean-Louis Robert est intarissable sur la commune de Paris et passionnant, parce que, évidemment, ça ouvre sur des tas de champs de réflexion, et il a eu cette qualité de bien la recentrer sur l'espace urbain et la manière dont la révolution s'empare de cet espace, ou la révolte s'empare de cet espace. Mais de la même manière que la commune a clos le cycle des révolutions, je clos le cycle de la table ronde, et je vous laisse la parole pour des questions pendant 10 minutes. J'imagine que vous avez des curiosités. Madame, peut-être. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait lui... Ah, voilà. Il y a une dame ici qui lève la main. Oui, oui. C'est agréable pour nous de vous découvrir, parce que là, vous étiez dans la pénombre. Bonjour, merci beaucoup. Seul reproche, c'est un peu trop court. Moi, j'ai une question je me posais la question, est-ce qu'il y a des villes qui ont été complètement détruites par des révoltes et qui n'ont jamais pu se reconstruire? Parce que là, on a parlé de Rome, de Paris, de Florence. Ça existe toujours? Bon, je vais vous répondre pour le Moyen-Âge, non. Non, parce qu'on a été évidemment obligé, étant donné le peu de temps, de restreindre. Et en fait, la répression arrive très vite.
Comprenez, la répression, c'est évidemment, en tout cas à l'époque médiévale, elle est le fait des ducs ou du roi, et elle est très rapide. Et même à Florence, où la révolte a quand même duré un certain temps, il n'y a pas eu de destruction de la ville. Donc non, on ne va pas jamais jusqu'au bout. Et est-ce qu'on serait même allé jusqu'au bout? Grande question. Étant donné que, effectivement, c'est aussi détruire les instruments de travail, c'est détruire la possibilité de continuer à le vivre, détruire les logements, dont on vient de parler aussi. Je pense qu'il y a, si vous voulez, des limites que s'imposent les révoltés. Enfin, en tout cas, à l'époque médiévale, certainement. On pourrait dire, pour la Commune de Paris, qu'il n'y a pas, d'abord, une partie de bâtiments qui ont été détruits par la Révolution et par la répression, et une partie de la société urbaine qui a été détruite par la répression, parce que je ne sais pas combien on peut évaluer aujourd'hui, dans les dernières recherches, le nombre des morts, des victimes de la Commune de Paris. C'est toute une société, justement, en tout cas une partie de la société parisienne qui est éradiquée. Je ne sais pas si Jean-Louis pourrait nous donner plus de précision. Oui, bien sûr, il y a des destructions qui ont fait aussi un système de représentation de la commune qui n'a pas vu les incendies de Paris dans des tableaux, etc., qui ont marqué une certaine image de la commune. Donc, mais là, actuellement, je veux répondre aussi un peu à ta question. C'est sûr qu'il y a donc eu des destructions importantes de Paris, mais qui sont associées à des combats en même temps. Voilà, il y a, que ce soit les destructions, c'est souvent lié à des combats. C'est quand l'artillerie s'en mêle que ça commence à détruire sérieusement une ville. Mais aussi des incendies, je penserai à Moscou, qui était un modèle de la destruction de la ville, mais dans le cadre d'un conflit international. C'est très complexe. Donc voilà. Mais Moscou était beaucoup présente dans l'idée des communards, qu'on rendrait la ville, qu'on ne rendrait jamais une ville. On le voit dit. On fera comme à Moscou. On ne redonnera pas la ville. C'est certain, en tout cas pas tous, bien sûr. Ça existait aussi, ce modèle de Moscou. Donc là c'est l'extrême, mais c'est pas loin d'être partagé par toutes les communards et tous les communards. Alors oui, cette répression massive, elle est discutée encore. Les derniers travaux ont été faits par Michel Audin, qui a décompté 13 000 morts à minima. 13 000 morts à minima. Alors actuellement, il y a des travaux en cours par un conservateur du patrimoine qui a recensé, en dehors donc des choses connues, une centaine de fosses communes. Cette centaine de fosses communes, alors il sera très intéressant un jour de faire la géographie des lieux d'exécution, une géographie spatiale de la répression. On pourra probablement le faire, mais actuellement il est impossible d'être sérieux, de dire si une fosse commune ça remplit 10 personnes ou 100. Alors vous voyez, si donc il y a 10 personnes ou 100 personnes, vous allez tomber sur 14 ou 15 000 morts et vous allez tomber sur 25 000. Mais on ne peut pas, il faut être sérieux et donc ne pas. Mais c'est une répression massive et effectivement, c'est une des causes de c'est pas la seule, de la volonté, de l'absence de révolte parisienne. Il n'y a plus de grandes révoltes parisiennes après 1871 de cette ampleur. Ce qui se substitue à la révolte, pour ceux qui veulent, alors ça a été montré par certains travaux, c'est la grève générale et les grandes manifestations qui l'accompagnent. Alors là, vous avez au moment de la grève générale et les grandes manifestations qui accompagnent, vous avez une sorte de revivification de ce modèle du 19e siècle sous une autre forme. Mais on ne va jamais, même s'il y a des combats urbains, on ne va jamais
jusqu'à aller attaquer et prendre la préfecture de police, prendre tous les outils du pouvoir, comme le font le soir du 18 mars les insurgés. Voilà. Donc, on pourrait parler de beaucoup de choses aussi sur ces effets. Je crois que Christopher Clark voulait... Oui, très court, mais je voulais dire tout simplement que les bombardements des villes, ça a lieu naturellement dans les années 48 et 49, mais ils sont de courte durée. Et ce qui vraiment transforme les villes européennes, c'est pas la révolution, c'est la consolidation du régime crypto-libéral après post-révolutionnaire. Haussmann à Paris, naturellement Eugène Riffaut ici à Blois, à Vienne, c'est la restructuration du centre de la ville, aussi à Berlin, partout à Madrid aussi, il y a des transformations urbaines qui sont le produit de la révolution, mais pas de la violence, ni de la révolution elle-même, ni de la contre-révolution. On peut dire que l'haussmannisation a été aussi une manière justement d'éviter on sait bien que c'était une des raisons du percement des grandes artères, d'éviter les barricades et de ce qui s'était passé en 1848 et en 1851 après le coup d'État. Est-ce qu'on va prendre peut-être une dernière question, au moins une dernière, peut-être deux si on a le temps. Est-ce que... Oui, bonjour. Une question pour Monsieur Robert. Vous avez mentionné le caractère anticlérical de la commune et je m'interrogeais pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'incendies ou de destructions de bâtiments civils et si peu, voire pas du tout, d'édifices religieux. Alors, il y a un fort anticlérical, mais il n'y a pas de... tout simplement parce que... il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas une symbolique aussi forte pour les églises que les Tuileries ou l'Hôtel de Ville. Je parlais de la réappropriation de Paris. Les moments clés le plus significatifs, ce sont les grandes fêtes là, organisées par la commune, mais populaires. On sent dimanche, comme Gervaise sent dimanche dans le Gervaise de Zola, on sent dimanche pour aller aux Tuileries. Et où fait-on ces grandes fêtes par milliers de personnes? C'est bondé. Les fêtes du Tuileries pendant la Commune, c'est dans la salle du trône. Donc voilà, on s'est réapproprié le sommet, là, le palais impérial. Et donc, voilà, là c'est des choses que quand on les perd, on ne peut pas l'accepter. On peut penser qu'on préférerait les brûler que de les céder. Mais c'est différent dans l'Église, parce qu'au fond, dans les églises, on les a utilisés. Ça a été des lieux de la démocratie vivante pendant la Commune. Donc, il y a des conflits avec les fidèles, mais en tant qu'Église, on se les est appropriés. Elles appartiennent d'ailleurs depuis notre grande révolution aux citoyens. Et donc, il y a eu une tentative, cependant, mais dans une petite église du 12e arrondissement, mais c'est la seule. Donc, il y a un fort anticléricalisme qui existe, qui est associé à toute une série de choses qu'on n'a pas le temps de traiter, mais au niveau du bâtiment de l'église, on l'a pris en main et il est devenu un élément qu'on va accepter. Tout différent sera l'image de ce qui va se construire en haut de Montmartre, qui sera longtemps contesté, même si maintenant ça devient évidemment quelque chose du patrimoine de la ville, et qui rentre dans cet imaginaire commun que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est devenu un endroit où on a vécu ces grandes assemblées populaires, et on ne tient pas finalement à s'en prendre à elles. Alors là, je pense la toute dernière question, si on nous y autorise. Oui, merci. Je voulais me revenir sur des conclusions que je tire de façon chronologique et transversale. Fil conducteur, vous dites, je dirais ficelle derrière, c'est-à-dire qu'il y a des chutes de pouvoir
des mouvements de spontanéité, on voit les classes moyennes qui se manifestent, mais dont seulement certains arrivent à maintenir le pouvoir. Et donc c'est intéressant de constater que c'est un mouvement qui existe depuis l'Antiquité, et qu'on va retrouver dans plutôt les joutes de pouvoir entre ceux qui vont organiser des mouvements spontanés, ceux qui vont en tirer profit. Et je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont récurrentes, y compris dans les particularités de Paris. Vous venez de nous donner une conclusion, monsieur. Ben, écoutez, je vous en remercie. Vous avez mâché mon travail et nous vous remercions de votre attention. Merci, merci.